Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du réseau RedCap, réseau d'expérimentation et de développement en élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ici, des conseillers, des animateurs et des éleveurs, au masculin et au féminin, partagent leurs solutions, leurs expériences et leurs idées pour adapter leur système fourrager au changement climatique. L'élevage de chèvres est au cœur de ces podcasts qui aborderont la culture des prairies, sa consommation par la chèvre et son intégration dans une rotation. En résumé, de la polyculture élevage dans un contexte de changement climatique. Aujourd'hui, nous verrons comment faire un bon foin et le distribuer à ses chèvres. Nous débutons cet épisode avec Jérémy Jost, animateur du réseau RedCap. Jérémy, la qualité du foin se fait souvent avant la fauche. Est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Pour avoir un bon foin, il faut tout d'abord une bonne prairie, avec les espèces adéquates, adaptées à son contexte pédoclimatique, qui ont été semées dans des bonnes conditions et avec une fertilisation organique et minérale pertinente. La prairie doit être déjà belle pour que l'on puisse bien la récolter. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que l'herbe sera coupée, on ne peut que perdre de la valeur alimentaire et donc la qualité ne peut que diminuer. Il faut donc avoir la prairie au moment de la fauche avec son optimum qualitatif. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher l'herbe idéalement au stade bourgeonnement pour les légumineuses, c'est-à-dire au moins 50% des bourgeons qui sont formés au maximum, et au stade épiaison pour les graminées, c'est-à-dire maximum 50% des épis qui sont formés. Si on est sur un mélange, le choix sera raisonné en fonction des espèces les plus précoces. On est sur un équilibre. À titre d'exemple, un trèfle violet qui va être fauché au stade floraison plutôt qu'au stade bourgeonnement fera perdre entre 2 et 3% de protéines au niveau de l'herbe qui va être récoltée. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est sur un compromis entre qualité et quantité. Plus les stades des fourragères avancent, plus la quantité, plus le rendement sera important, moins la valeur alimentaire sera bonne. Et nous, en caprin, ce qui nous intéresse, c'est la qualité. Donc on va privilégier un stade précoce, un peu moins de rendement, mais une qualité supérieure. Et ensuite, on fauche quand ? Faire du foin, c'est évacuer de l'eau du végétal. Et pour nos fourragères, c'est quasiment 4,6 kg d'eau que l'on doit évacuer par kilo de foin produit. C'est assez énorme. Donc première question, quand est-ce qu'il faut faucher? Eh bien, il faut faucher au bon stade de la prairie, comme je viens de le dire. Ensuite, on peut faucher le matin, l'après-midi, le soir, entre guillemets, peu importe. L'idéal, c'est que le séchage se fasse le plus rapidement possible. Donc de ce point de vue-là, il vaut mieux faucher en milieu de matinée ou début d'après-midi que le soir, même si les fourragères sont un peu plus riches en sucre le soir. Malheureusement, ces sucres acquis avec la photosynthèse pendant la journée vont vite être perdus avec la respiration cellulaire pendant la nuit. Donc au final, milieu d'après-midi, ça vaut peut-être plus le coup qu'en début de soirée. La deuxième question, ça concerne la hauteur de fauche. Et donc là, on va vraiment privilégier une hauteur de fauche à 8 cm à peu près. C'est la hauteur des quatre doigts de la main là, quand vous allez dans la parcelle. Ces 8 cm vont permettre à l'herbe de repousser plus rapidement par la suite. Ça va permettre également d'aérer sous l'andain, de favoriser la circulation d'air sous l'andain et donc de faciliter le séchage. Et puis au final, quand on fait le calcul, les pertes sont assez minimes. On est entre 170 et 230 kg de matière sèche par centimètre et par hectare pour les graminées et à moins de 60 kg par centimètre pour les légumineuses. Donc ça ne vaut pas le coup d'aller en dessous. L'herbe est fanée plusieurs fois, est-ce que tu peux nous en dire plus ? L'étape suivante, c'est le fanage. Le fanage va permettre d'aérer le tapis d'herbe et faciliter le séchage et éviter les remontées d'humidité. Le fanage ne doit jamais se faire en pleine chaleur, d'autant plus avec les légumineuses, parce que le risque, ça va être de perdre les feuilles, et les feuilles, notamment sur les luzernes, eh ben, c'est la qualité protéique de notre fourrage. Ainsi, en présence de légumineuses, il faudra mieux faner tôt le matin, avant le lever de la rosée, ou tard le soir, pour préserver un maximum les feuilles. Ensuite, l'endénage sera fait avant le pressage, avec de façon préférentielle un indéneur à soleil, qui sera un petit peu plus doux pour les feuilles que l'endéneur à tout. Et avec le changement climatique, est-ce qu'on peut dire que la situation évolue pour faire de bons foins ? Alors tout à fait, avec le changement climatique, ça sera pas plus facile ni plus compliqué au milieu et en fin de printemps de
de faire du foin, mais les conditions météo ne seront pas toujours favorables. Ce qui est important à avoir en tête, ça va être vraiment pour les premières coupes et puis les dernières coupes de l'année, donc début de printemps et puis au niveau de l'automne, où là, faire du foin sera de plus en plus compliqué. Et donc, il est encore plus important de réfléchir à différentes stratégies de valorisation de l'herbe, donc soit en verre, soit avec des modes de récolte plus précoces avec l'enrubanage ou le séchage en grange. Un dernier conseil? Alors oui, un dernier conseil, une fois que le foin est bottelé, après le pressage, il vaut mieux attendre, quelques jours avant de rentrer ses bottes et être sûr que la température au corps du foin, est inférieure à 45°. Ça évitera les échauffements et les risques d'incendie. Pour ce faire, il y a de plus en plus de sondes de mesure de température, ou bien une solution un petit peu plus, low-tech et ben, c'est une tige de cuivre. Le cuivre est un très bon conducteur de la chaleur, donc si vous plantez votre tige de cuivre, dans la botte, jusqu'au cœur et que vous n'arrivez pas à la serrer, ça veut dire que, ben, elle est encore trop chaude et qu'il faut les laisser un petit peu, descendre en température. Allons rencontrer maintenant Bertrand Bluet, responsable de projet à l'Institut de l'élevage sur les questions de conduite du troupeau et de l'alimentation des chèvres. Dans la première partie de cet épisode, nous avons parlé de la production d'un bon foin. Passons maintenant à la partie alimentation, comment favoriser l'ingestion d'un foin par les chèvres. Autoriser des refus, ça oblige à trouver un équilibre entre du gaspillage et de l'optimisation du rationnement. Donc quel niveau de refus on tolère ? La question du niveau de refus à tolérer est relativement complexe parce qu'elle dépend de plusieurs objectifs que l'on peut viser derrière ce taux de refus. Il y a d'abord l'objectif de s'assurer qu'on distribue du fourrage à volonté. Donc, dans cet objectif-là, un niveau de refus autour de minimum 10% est indispensable. En deçà, c'est très difficile avec les variabilités de qualité de fourrage d'une journée sur l'autre, de comportement des animaux d'une journée sur l'autre, d'être certain que l'on apporte du fourrage à volonté. Mais il y a un autre objectif derrière le refus, c'est de favoriser le comportement très spécifique des chèvres, qui est le comportement de tri. C'est-à-dire que lorsque l'on tolère plus de refus, les chèvres vont potentiellement trier la partie la meilleure du fourrage et donc on va augmenter la qualité de la ration ingérée. Cela dit, cet effet-là dépend vraiment de la nature des fourrages. En gros, il va dépendre de la triabilité des fourrages que l'on utilise. Ça va être en particulier très marqué pour le foin de luzerne, qui est très triable. Donc, plus on va tolérer de refus, plus la qualité de la ration ingérée va être élevée. Par exemple, on a montré récemment qu'en moyenne, tolérer 10% de refus en plus sur de la luzerne, on gagnait autour de 8 points de protéines sur la qualité du fourrage ingéré. Par contre, sur des fourrages qui sont très peu triables, comme des foins de graminées, tolérer plus de refus n'a absolument aucun effet sur la qualité de la ration ingérée. Donc malheureusement, les foins de graminées épiés qu'on a ratés par rapport à ce que tu as dit précédemment dans le podcast, c'est pas en tolérant plus de refus qu'on va pouvoir mieux le valoriser. Et ces résultats sont issus d'essais récents en station expérimentale ? Tout à fait. On a fait tout un travail dans le projet Max for Got, dont on peut retrouver tous les résultats sur le site internet de l'Institut de l'élevage, où on a cherché à comprendre les effets du nombre de distributions, de l'ordre de distribution lorsqu'on utilisait plusieurs fourrages dans la journée et du niveau de refus sur le comportement des chèvres et bien sûr sur les réponses productives. Et on a trouvé des résultats qui étaient assez connus et intuitifs et d'autres plutôt contre-intuitifs qui ouvrent la voie à une meilleure organisation de la distribution des fourrages et donc une meilleure organisation du travail. Parfois, on va même jusqu'à simplifier, ce qui ne gâche rien. Tu attises notre curiosité, qu'est-ce qui est contre-intuitif ? Ce qui nous a le plus étonné peut-être, ou qui étonne le plus les personnes à qui on a présenté les résultats, c'est le non-impact du nombre de distributions, quelle que soit la nature du fourrage. On a testé avec différents fourrages, du foin, du verre, de l'ensilage, une, deux, trois distributions par jour. Et finalement, ça n'avait absolument aucun impact sur la quantité totale ingérée et sur la réponse productive dès lors qu'on était certain qu'elles avaient du fourrage à volonté. Donc on revient au premier point qu'on a évoqué ensemble.
Donc le fourrage à volonté, c'est très important, du fourrage de qualité également, mais malheureusement, on a toujours un foin un peu moins bon qu'un autre. Comment est-ce qu'on gère une diversité de qualité de foin, soit au niveau de l'année de rationnement, soit au niveau de la ration quotidienne? Effectivement, dans les stocks, on a toujours une diversité de qualité de fourrage, soit par la nature même des fourrages que l'on a à disposition sur l'exploitation, soit parce qu'il y en a qu'on va avoir plus ou moins réussi en fonction du stade de récolte, des fenêtres météo, et cetera. Donc ce qui est très important, c'est d'abord de faire un état des lieux précis, c'est-à-dire quantitativement et qualitativement faire un bilan de stock. Ce qui nous permet, d'identifier un petit peu par grande catégorie de fourrage, par qualité, quelle est, la quantité de fourrage disponible et de commencer à réfléchir à comment on va les répartir dans l'année. Et là, il y a plein de stratégies possibles, mais on a des animaux qui sont saisonnés, donc ou même quand ils sont désaisonnés, en tout cas, on a des lots qui sont généralement assez homogènes en termes de stade de lactation. Donc ça peut être judicieux, de planifier, de distribuer plutôt les fourrages les plus riches, quand les animaux ont les plus forts besoins, c'est-à-dire en début de lactation, et de conserver les fourrages un peu moins riches, pour la fin de lactation. Ça nécessite, non seulement de faire un état des stocks précis, mais aussi d'organiser le stockage de façon à pouvoir accéder aux fourrages dont on a besoin au bon moment. Une autre stratégie, ça peut être, effectivement de panacher différentes qualités de fourrage, dans une même journée. Mais là encore, c'est pas forcément une stratégie qui est très, très facile à mener et on l'a démontré dans les travaux récents dans Max Forgot. Parce que l'on a vu que lorsque l'on a des fourrages d'appétence très variables distribués dans une journée, bah, les chèvres identifient assez vite quand est-ce que leur fourrage préféré est ingéré et sont capables de l'attendre. Donc c'est pas forcément évident de les forcer à manger un fourrage qu'elles aiment moins tant qu'il y en a un autre qui est distribué dans la même journée qu'elles préfèrent, à moins de le rationner beaucoup. Une dernière question avant de te laisser partir, tu as parlé de qualité des fourrages et qu'il fallait trier en fonction de la qualité de ces foins. Comment on connaît la qualité d'un foin correctement? Pour connaître la qualité de ces fourrages, malheureusement, il n'y a pas 50 solutions, hein. Il y a soit l'analyse, soit demander aux chèvres. Donc les chèvres, c'est le juge de paix. On peut faire un test, on leur distribue et on voit les réponses laitières, mais sinon, effectivement, l'outil d'analyse est indispensable. Euh, on sait visuellement assez facilement identifier les mauvais fourrages parce que l'on va repérer des problèmes de conservation avant tout, et puis ensuite on va repérer des stades très avancés de plantes. Si on trouve des épis pour les graminées ou des fleurs pour les légumineuses, on sait qu'on a affaire à un fourrage qui aura une faible valeur nutritionnelle. Par contre, à l'œil, pour distinguer un fourrage moyen d'un bon, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc là, l'analyse est indispensable. Alors après, il faut faire attention à la façon dont on fait l'analyse. C'est pas forcément toujours simple. Prendre un échantillon qui soit représentatif des fourrages que l'on a en stock, et puis bah, utiliser la bonne méthode d'analyse en fonction de la nature du fourrage. Il y a des analyses qui sont très rapides et peu coûteuses, comme l'infrarouge, donc c'est pratique et ça permet d'analyser plein de fourrages différents, mais un peu moins précis. Et puis si on a des fourrages un petit peu particuliers, un petit peu soit exotiques avec des espèces exotiques, soit avec des conditions de récolte un petit peu particulières, ben, il faut plutôt faire des analyses plus coûteuses avec des méthodes de référence en chimie, euh, qui permettent d'être plus précis et plus sûr de la composition chimique. Je présume que sur les analyses, tu regardes la valeur en énergie, les UFL, les protéines, la MAT et la digestibilité. Alors, sur les analyses des fourrages, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder d'abord effectivement la teneur en fibres. La teneur en fibres va nous donner d'une part une information sur l'énergie et d'autre part une information sur la digestibilité du fourrage. C'est ça qui va fortement impacter en fait la valeur UFL, unité fourragère laitière du fourrage, et puis la teneur en protéines brutes qui va, selon la nature du fourrage, ensuite impacter la valeur protéines réellement valorisables par les animaux, donc les protéines digestibles dans l'intestin. Merci beaucoup Bertrand, je te laisse retourner à la relecture de la mise à jour du guide d'alimentation caprin qui va bientôt sortir. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, des références techniques sont disponibles sur le site internet du réseau RedCap.
Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Info Eco Cap 3, coordonné par le réseau RedCap, l'ANICAP Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Réalisation Jérémy Jost et Servane Leclerc, montage Philippe Berthet, propos recueillis en 2024 et 2025.